Perrine Goulet. Merci, Monsieur le Président. Alors, les politiques sociales de solidarité mises en œuvre par les départements font l'objet d'une contractualisation avec l'État, avec d'un côté les CALPAE, les conventions d'appui à la lutte contre la pauvreté et l'accès à l'emploi, depuis 2019, et de l'autre, les CDPPE, les contrats départements de prévention et de protection de l'enfance, depuis 2020. C'est le principe même d'égalité républicaine qui conduit l'État à accompagner les départements dans leurs compétences si fondamentales pour la cohésion sociale de notre pays. Comment pourrions-nous justifier qu'un enfant de l'ASE dans la Nièvre soit bien traité qu'un enfant de l'ASE de Côte-d'Or? Il faut donc remédier à tout ça. À partir de ce constat simple, la question est de savoir si la contractualisation logique en théorie a-t-elle été réellement efficace dans les faits. Je le dis d'emblée, dans sa globalité, le bilan semble positif, bien que, comme tout dispositif contractualisé, l'intérêt et l'efficacité des contractualisations varient sensiblement. Il est important de poursuivre cette démarche de contractualisation à l'avenir, notamment pour les CALPAE qui doivent s'achever en 2023, mais également pour les CDPPE. Il s'agit d'un point positif, il faut retenir un point positif de ces contrats. C'est que les CALPAE comme les CDPPE ont permis de rapprocher les services de l'État, à savoir les DETS, des départements. Échange d'informations, regards croisés, partage d'expériences, ce dialogue est bénéfique pour l'État comme pour les départements. Tout ce qui peut renforcer le dialogue entre les collectivités et l'État déconcentré va dans le bon sens. Deuxième point positif, même si les financements apportés par l'État peuvent paraître modestes, 149 millions d'euros ont été consommés en 2022 au titre des CALPAE et 134 millions d'euros au titre des CDPPE, les acteurs rencontrés constatent un effet levier réel, quoiqu'il ne soit pas aisé de l'objectiver. En effet, les crédits budgétaires de l'État ont permis aux départements d'initier de nouvelles actions et de renforcer d'autres, par exemple dans le champ de l'insertion ou de la lutte contre les sorties sèches de l'ASE ou dans l'accompagnement des familles avec des enfants en situation de handicap. Troisième point positif, on observe des résultats pour plusieurs objectifs socles des CALPAE. Les indicateurs d'accompagnement des bénéficiaires du RSA sont tous en hausse. 57% de nouveaux entrants au RSA ont ainsi été accompagnés en moins d'un mois en 2021 par les départements contre 46% en 2019. Les indicateurs de prévention des sorties sèches de l'ASE, sorties des CALPAE et ayant intégré entre-temps le CDPPE, témoignent également d'une nette progression. À titre d'exemple, le taux de jeunes sortant de l'ASE en parcours professionnel et scolaire a atteint 74% en 2021 contre 67% en 2020. Une fois les points positifs soulignés, il faut s'attarder sur les limites de ces contrats et les axes de progrès. En ce qui concerne spécifiquement les CDPPE, on ne peut que constater les difficultés de dialogue entre les départements et les ARS, parfois même entre les ARS et les DETS. Les départements ont jugé l'action des ARS parfois infantilisante et, à contrario, tous les départements n'ont pas joué le jeu de la co-construction des actions à mener pour poursuivre les objectifs inscrits dans les contrats. En réalité, les difficultés avec les ARS me semblent dépasser le cadre contractuel propre au CDPPE lorsque les départements regrettent le retrait des ARS sur leurs compétences propres, notamment la santé mentale pour les enfants. On sait qu'il s'agit d'un phénomène qui n'est malheureusement pas nouveau et qui n'est pas spécifiquement lié à la question des CDPPE. Par ailleurs, côté État, le travail de coordination sur ces contrats entre DETS et ARS ne se ferait pas correctement, chacun restant dans son silo de compétences. Par ailleurs, une vraie question se pose pour les CDPPE. Les DETS sont-elles en mesure de parfaitement accompagner et challenger la mise en œuvre de l'action des départements en faveur de la petite enfance ou de l'ASE? Car contrairement aux politiques de lutte contre la pauvreté pour l'insertion, l'État a complètement abandonné le champ de la politique de la petite enfance depuis les lois de décentralisation de 1983. Les effectifs des DETS, déjà peu étoffés, n'ont plus toutes les compétences qui étaient celles des DAS d'il y a plusieurs dizaines d'années. Il est crucial de réarmer l'État déconcentré par des formations renforcées et une augmentation des effectifs pour réinvestir le champ de la petite enfance et de l'ASE. Par ailleurs, des critiques communes qui constituent autant d'axes d'amélioration communes sont adressées aux CALPAE et aux CDPPE. Au regard du niveau modeste des financements apportés par l'État, les CALPAE représentent par exemple 0,2% des dépenses d'insertion des départements. Les exigences de suivi et de reporting sont très élevées pour les départements à qui incombe seule cette charge. Les indicateurs, jusqu'à près de 60 dans certains départements, sont jugés trop nombreux. Les changements de référentiel, par exemple la définition d'un nouvel entrant au RSA, a ainsi été modifiée au cours d'exécution des CALPAE, ont complexifié le suivi pour les départements et parfois occasionner des dépenses supplémentaires d'adaptation du système d'information. Certains indicateurs ont fait l'objet d'une compréhension différente également selon les territoires, rendant impossible l'agrégation des données au niveau national, comme ce qui concerne l'objectif relatif aux référents de parcours. Cette lourdeur ne s'accompagne pas d'un contrôle réel des services de l'État.
l'ensemble des données transmises par les départements sont purement déclaratives. Les rapports d'exécution des départements contiennent de nombreuses erreurs et incomplétudes, ce qui rend d'autant plus complexe l'agrégation des résultats au niveau national. La simplification et la réduction du nombre d'indicateurs peut et doit s'accompagner d'une vigilance accrue sur les données renseignées par les départements. Il me semble également important d'encadrer la valorisation des crédits et de s'assurer, département par département, que les dépenses en faveur des politiques concernées par les contrats ne baissent pas avec le soutien des crédits de l'État. De surcroît, faute d'un diagnostic commun partagé au préalable, les départements ont souvent eu le sentiment, aussi bien pour les CALPAE et les CDPPE, que les obligations jugées obligatoires au niveau national ne correspondaient pas forcément à la réalité du terrain. Il faudrait davantage de souplesse et de fongibilité dans les actions menées par les départements. L'instauration d'objectifs obligatoires identiques sur tout le territoire n'est pas toujours pertinente. La réussite des actions d'initiative départementale pour les CALPAE est plutôt justement la preuve du contraire. Ensuite, il est crucial de donner davantage de visibilité pluriannuelle aux départements sur le programme 304, comme les financements de l'ONDAM ou de l'EFIR le permettent davantage sur les CDPPE. Faute de visibilité pluriannuelle, le montant des crédits délégués dépend du dialogue de gestion, aboutissant à un rapport d'exécution dont la préparation par le département est relativement chronophage. Le tout devant nécessairement précéder la signature des avenants. Du coup, la délégation des crédits, souvent tardive à l'automne, est source d'insécurité pour les départements, alors qu'ils engagent certaines actions pour plusieurs années dans le cadre de partenariats avec des associations ou des recrutements. L'analyse annuelle des indicateurs de performance n'est d'ailleurs pas toujours pertinente pour évaluer la qualité de l'action des départements, car un recrutement retardé, un congé maladie peut suffire à dégrader certains résultats. La pluriannualité doit permettre aux départements de déployer une action et évaluer ces actions à moyen terme. Mais cette souplesse à donner aux départements nécessite aussi un partage de données en temps réel renforcé. Les données mériteraient d'ailleurs d'être mieux partagées entre administrations centrales et déconcentrées d'un côté et entre opérateurs de l'État et les départements de l'autre. Enfin, je me fais l'écho des réflexions des acteurs rencontrés concernant la gouvernance des contrats. Faut-il élaborer un contrat des contrats qui porte sur les politiques sociales afin d'avoir une vision transverse des dispositifs subventionnés? Faut-il intégrer de nouveaux indicateurs au contrat, comme le ministère de la Justice ou de l'Éducation nationale pour les CDPPE d'un côté, ou la CPAM, Pôle emploi, les CAF, la CARSAT pour les CALPAE d'un autre côté? Gardons à l'esprit que ces dispositifs doivent rester les plus souples possibles. Si la co-signature d'autres acteurs peut alourdir leur processus de contractualisation, la participation de nouveaux acteurs peut aussi prendre d'autres formes. Meilleur partage des données, participation aux instances de pilotage par exemple. Monsieur le ministre, nous sommes à la fin d'un cycle. Vous êtes en train de préparer les futurs pactes locaux qui succéderont au CALPAE, à la lumière des propos que je viens de tenir, et qui encouragent la continuation de ces contrats État-département. Pouvez-vous nous faire un point sur ces pactes de solidarité? Prendrez-vous en considération la demande des départements d'avoir plus de flexibilité et moins d'indicateurs? Madame la ministre, concernant les CDPPE, là aussi, à un moment crucial de leur application, la nécessité de faire participer d'autres acteurs est en réflexion et je le sais. Pouvez-vous nous faire un point sur ces travaux au regard de l'analyse que je vous ai livrée, à savoir que les deux co-signataires actuels travaillent chacun en direct avec les départements, sans concertation les uns avec les autres? Et quelle est votre feuille de route pour redonner la capacité aux DETS de piloter ces contrats? Bien entendu, il ne viendrait pas à mon esprit de penser que les CDPPE seraient interrompus. Je vous remercie. Merci, Perrine Goulet. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, monsieur. Pardon, merci. Merci, Monsieur le Président, Madame la rapporteure spéciale. Merci beaucoup d'avoir retenu cette année comme thématique d'évaluation la contractualisation entre l'État et les collectivités dans le cadre à la fois donc de la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté, sur laquelle j'aurai plaisir à m'exprimer, et de la stratégie de prévention et de protection de l'enfance, sur laquelle, bien sûr, je laisserai ma collègue Charlotte Caubel vous répondre. Si elle est bien sûr une facette très importante, la contractualisation entre l'État et les collectivités, que ce soit avec les départements ou avec les métropoles, ne résume pas à elle seule l'ambition de la stratégie de lutte contre la pauvreté menée par l'État. Et il me semble d'ailleurs important devant vous de revenir quelques minutes sur l'exécution budgétaire 2022 de cette stratégie, que j'ai volontairement gardée pour cette seconde prise de parole. En la matière, 2022 représente une nouvelle année de déploiement des principaux dispositifs de la stratégie. Je pense par exemple au soutien accru à l'alimentation des enfants de familles modestes, avec une forte montée en charge de la tarification sociale des cantines. En 2022, ce sont 5 fois plus d'élèves qui ont bénéficié des tarifs à 1 € ou moins,
que l'année scolaire précédente. Au final, notre objectif d'atteindre 1400 communes fin 2022 a été largement dépassé, puisque ce sont 1888 communes qui ont bénéficié de ce dispositif en 2022. Même constat de réussite pour les petits déjeuners gratuits à l'école, avec 245 151 élèves bénéficiaires contre 100 138 en 2021. J'en viens maintenant au sujet précis de votre rapport thématique, la contractualisation entre l'État et les collectivités locales. 2022 a constitué la dernière itération des contrats entre l'État et les conseils départementaux, les métropoles et quelques régions, en tout cas dans leur forme originelle. Je rappelle que c'est via la contractualisation que passe un nombre important des mesures de la stratégie de lutte contre la pauvreté, notamment la garantie d'activité départementale pour les bénéficiaires du RSA, 200 000 d'entre eux ayant été concernés en 2021, le développement des plateformes de mobilité pour faciliter l'accès à l'emploi des publics qui en sont les plus éloignés, ou encore, et la secrétaire d'État en parlera sûrement, la prévention des sorties sèches de l'aide sociale à l'enfance. Évidemment, s'agissant d'une approche aussi innovante, aussi ambitieuse, l'évaluation a été indispensable et éclairante. Je retiens d'ailleurs de nombreux éléments de l'évaluation qui a été menée par l'IGAS sur la contractualisation, et je partage par ailleurs très largement vos recommandations, Madame la rapporteure. Pour l'avenir, je souhaite ainsi refonder la démarche contractuelle afin de conclure de véritables pactes locaux de solidarité autour des départements et des métropoles. Les précédents contrats ont permis de renouer le dialogue entre l'État et les collectivités qui s'étaient fortement distendus sur les politiques sociales. Et donc il faut qu'on continue et qu'on aille plus loin. Cette nouvelle dynamique de partenariat, elle s'est construite autour de projets portés en commun et à forte plus-value sociale pour nos concitoyens. Mais il souffrait, comme vous l'avez dit, de quelques défauts de jeunesse qui en ont rendu la mise en œuvre souvent trop lourde. Et le rapport de l'IGAS a sur ce point été très éclairant. C'est pourquoi je pense, comme vous, Madame la rapporteure, que pour l'avenir, nous devrons nous améliorer sur plusieurs points. La réduction du nombre d'indicateurs, tout d'abord. Nous devons nous concentrer au maximum sur la définition d'objectifs partagés, plutôt que sur des indicateurs de moyens, car ce sont eux qui peuvent parfois conduire à des relations vécues comme un contrôle trop tatillon, qui n'a bien sûr pas lieu d'être. La visibilité et la robustesse de notre partenariat, ensuite. On doit aller vers une contractualisation pluriannuelle qui donne la visibilité à chacun à l'échelle du quinquennat. L'adaptation et la diversité des territoires, enfin. Nous devrons trouver un meilleur équilibre entre, d'un côté, la définition d'éléments de cadrage construits à l'échelle nationale. Nous sommes d'ailleurs en train d'y travailler avec les représentants des collectivités, travailler sur des référentiels par objectif. Et de l'autre, la nécessité d'élaborer des contrats réellement adaptés à la grande variété des réalités locales. C'est pourquoi les futurs contrats seront fondés sur des diagnostics territoriaux précis, en cours de formalisation. Au-delà du binôme État-collectivité, ils associeront l'ensemble des parties prenantes, caisse de sécurité sociale, Pôle emploi, ARS, grandes associations de lutte contre la pauvreté et d'autres acteurs, le cas échéant, sur le territoire, notamment des entreprises. Ces diagnostics nous permettront de nous appuyer sur la vision la plus précise et complète des besoins des territoires et de construire des réponses associant le plus grand nombre d'intervenants. Mon objectif est que nous puissions finaliser ces contrats avant la fin de l'année, afin qu'ils soient applicables à compter de début 2024, en cohérence avec les calendriers budgétaires des collectivités. Je me tiens à votre disposition pour répondre à l'ensemble de vos questions. Merci, Monsieur le Ministre. En complément sur la... Allez-y, Madame la Ministre, bien sûr. Sur la contractualisation dédiée à la protection de l'enfance, d'abord vous dire, comme j'avais déjà eu l'occasion de le dire, que j'avais décidé la reconduction de cette contractualisation pour au moins maintenir les opérations et les actions commencées et prendre le temps d'évaluer la première vague de contractualisation qui a permis de mettre autour de la table sur des projets priorisés un certain nombre d'acteurs qui avaient tendance à plus nécessairement se parler, au premier rang desquels, évidemment, les préfets qui avaient beaucoup reculé sur le champ de la protection de l'enfance. Nous avons déjà prévu d'inscrire pour 2023 et 2024 un soutien accru aux départements qui expérimentent les CDPE, les conseils départementaux de protection de l'enfance, pour leur donner des moyens supplémentaires et en même temps leur laisser une marge de manœuvre. Vous avez raison, Madame la rapporteure spéciale, de faire le lien entre gouvernance, moyens et contractualisation, et entre partage de diagnostics, priorisation, pour que, évidemment, ce ne soit pas simplement du donnant-donnant, mais qu'on soit vraiment dans une stratégie territoriale. Un président de département
nous a demandé la totale liberté dès lors que les décisions étaient prises dans le cadre du CDPE. C'est pour nous quelque chose à expertiser et qui me paraît être assez essentiel. Dans un cadre, je le répète, la difficulté pour la protection, ou la richesse de la protection de l'enfance, c'est qu'on a bien sûr une dimension sociale très importante, mais on a une dimension régalienne non négligeable, tant la justice, la santé, l'éducation nationale interviennent. Nous soutenons aussi les projets interdépartementaux, puisque nous avons conscience qu'un certain nombre de sujets peuvent être pris en compte au-delà d'un département. C'est la proposition que nous ont fait notamment les départements du Pas-de-Calais et du Nord pour mettre en commun leurs difficultés, mais aussi leurs moyens. Et évidemment, j'ai la volonté d'élargir d'ores et déjà à l'éducation nationale et à la justice ces contractualisations, à la fois pour mobiliser d'autres fonds que ma ligne budgétaire, mais aussi pour mobiliser d'autres acteurs, d'autres moyens et d'autres idées, et mettre toujours autour de la table un maximum de personnes pour résoudre notamment la problématique de ce qu'on appelle les cas complexes, ces jeunes qui passent d'un dispositif à l'autre, qu'ils soient handicap, école, santé, PJJ, et qui ne trouvent pas toujours de solution, et on ne trouve pas toujours de solution à leurs difficultés. Voilà, donc 2024, je relance la contractualisation avec, en point fort, priorité plus forte, déterminée notamment dans les CDPE, et un élargissement à tous les acteurs de l'enfance, qui peuvent être d'ailleurs aussi la CAF et la CPAM sur un certain nombre d'aspects. Alors, vous avez parlé de la fongibilité des enveloppes. Elle est relativement difficile quand on met dans la même enveloppe l'ONDAM, le PLFSS et le PLF. Mais en tout cas, donner une marge de manœuvre nous paraît quelque chose d'important. S'agissant de la pluriannualisation des financements de l'État, que ce soit d'ailleurs pacte de solidarité ou les crédits CDPE, bien évidemment, c'est quelque chose qui est important pour sécuriser les projets. Les associations elles-mêmes sont demandantes d'une pluriannualisation au niveau des départements. On pourra peut-être arriver d'ailleurs à faire concorder les deux. OK pour avoir de la pluralité avec les départements, mais aussi de la pluralité avec les associations. Et parfois, on a un petit décalage entre l'accord État-département et puis les accords département-association. Et je suis sûre que Jean-Christophe Combe est aussi attentif au fait que tout ça s'infuse bien sur le territoire auprès des acteurs principaux. Alors, limiter le nombre d'indicateurs, ça me paraît évident, avec des référentiels plus clairs pour stabiliser sur la durée des contrats. Tout ça sont des leviers absolument indispensables. En matière de protection de l'enfance, vous le savez, Madame la Présidente et Madame la rapporteure spéciale, que nous avons un vrai enjeu de données mises à disposition des acteurs et des administrations, qu'elles soient au niveau du territoire et qu'elles soient au niveau de l'État, de toute façon. Vous le savez, c'est l'ambition du GIP France Enfance Protégée de faire un énorme effort sur ça. Et bien évidemment, les travaux de la DRES qui a gardé à notre demande une compétence propre sur ça et sont pour nous tout à fait essentiels. C'est un enjeu d'avenir qui est en haut de la pile de mes objectifs. Voilà. Alors, un des sujets quand même, c'est que dans la contractualisation, ce dont on s'est rendu compte, en tout cas dans la contractualisation protection de l'enfance, c'est que parfois nos financements finançaient des actions qui existaient déjà. Donc, il est très important pour nous que la contractualisation soit un levier de meilleure synergie et de projets nouveaux et de priorisation, et pas de financer des choses qui étaient parfois un peu fragiles ou d'aider les départements sur des choses qu'ils avaient évidemment déjà engagées. Tout ça, et vous l'avez dit, et je n'ai pas encore pris la parole sur ça, exige incontestablement de renforcer nos dettes sur, à la fois, bien sûr, on l'a évoqué, les enjeux de contrôle, mais aussi les enjeux de contractualisation avec les départements. On ne peut pas avoir, je donne toujours le même exemple, mais pour moi, il est tout à fait significatif, 0,80 ETPT sur les Bouches-du-Rhône dédié à l'enfance. C'est absolument insuffisant. Je crois que le chiffre parle de lui-même. Nous avons effectivement obtenu des effectifs en 2022, en 2022 pour 2023, et même là, je trouve que ça met un peu de temps à arriver. En tout cas, moi, j'ai clairement demandé au ministère que les départements volontaires sur les CDPE, au moins, les dettes soient de facto renforcées, en tout cas pour les enjeux de contractualisation. On a un enjeu d'articulation qu'on partage avec Jean-Christophe sur la place des dettes des DRETS
et aussi la place des commissaires à la pauvreté, qui sont évidemment des gens éminemment compétents et avec une force d'intervention importante. C'est vrai que leur place, moi en tout cas, je veille à les associer au CDPE pour qu'ils aient aussi une articulation. On a des gens compétents, des forces importantes en administration déconcentrées. Il nous faut impérativement les mettre au bon endroit et les renforcer pour pouvoir conduire ces enjeux de contractualisation. Merci beaucoup. Merci, Madame la Ministre. Madame le rapporteur spécial, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose et conclure vos travaux? Ah oui, non, pardon, excusez-moi. J'ai juste mis les intervenants de groupe. C'est ce que j'allais vous dire, monsieur le Vous Président. avez bien fait.